Sur le plateau, ce soir, Agnès Ricard-Ribon, bonsoir. Vous êtes présidente de la Société française de médecine d'urgence. Pascal Bois, bonsoir. Député La République En Marche de l'Oise. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et toujours Laetitia Krupa et Alain Ducardonnet. Agnès Ricard-Ribon, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a dit tout à l'heure qu'on devait faire face à une mosaïque épidémiologique. Ça veut dire quoi ? Il y a différents clusters où on a identifié les chaînes de contamination. Donc dans ces endroits-là, il y a une concentration de cas confirmés qui fait que dans une commune d'à côté, il n'y en a pas. Et donc, ça fait effectivement une mosaïque de cas où les décisions, finalement, vont être adaptées en fonction de chaque secteur où il y a cluster et seront différentes d'endroits où on n'a pas trouvé de cas confirmés. Ça veut dire que chaque cas n'a pas forcément les mêmes conséquences en termes de mesures qui doivent être prises ? Oui, ça veut dire surtout que demain, peut-être que ça sera un petit peu différent. Ce puzzle, il va bouger en permanence. Et on l'a bien vu depuis le début de l'épidémie. Tous les jours, on réajuste le nombre, on réajuste les stratégies en fonction de l'évolution. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal en disant, voilà, cette ville, elle est ciblée, et puis à côté, on fait rien. Mais on est en train de s'adapter. Je veux dire, en Normandie, pourquoi prendre des mesures majeures alors qu'il ne se passe pas grand-chose ? Donc ça ne sert à rien d'aller mettre des masques en Normandie, par exemple. Donc je crois qu'il faut bien qu'on comprenne aujourd'hui qu'on a des situations comme on le fait pour la grippe, comme on le fait pour les allergies, comme on le fait pour toutes les maladies infectieuses. Je vous rappelle que vous avez ces cartes qu'on donne régulièrement, carte de la grippe, vous avez une zone rouge, et puis après vous avez l'autre chose qui est en vert, qui est en jaune. Et ça change en permanence. Donc c'est normal d'avoir ces cartes, et c'est normal surtout d'adapter ce qu'on doit faire en fonction des zones. Ça crée malgré tout, Pascal Bois, des questionnements. On le voyait à l'instant, il y a certains événements qui ont été annulés, d'autres non. Dans les salles de spectacle, notamment, ce sont des endroits qui sont pourtant confinés, où il y a du monde qui se réunit. Ce matin, à Crépy, en Valois, donc dans l'Oise, le marché a été annulé. Le supermarché qui est juste à côté, puisque le marché se tient sur un parking de ce supermarché, est resté ouvert. Le Louvre, qui accueille plus de 5000 personnes par jour, n'a pas reçu d'indication sur quoi faire. On a l'impression que tout ça, c'est un peu incohérent. Alors pour répondre moi plus particulièrement sur le premier point qui est Crépy-en-Valois, puisque là c'est véritablement dans mon département, et pour avoir échangé avec le préfet encore tout à l'heure, je lui ai posé aussi cette même question. Hier on était aussi en cellule de crise, on se posait la question. Je comprends bien sûr les commerçants, ils ont trouvé que c'était un paradoxe en effet, mais sauf qu'un marché, la pratique du marché elle est complètement différente par rapport à une galerie commerçante. Une galerie dans laquelle, en effet, il y a une fluidité, on est de passage. Sur un marché, il y a des rassemblements qui se font, on connaît. C'est tout l'agrément d'ailleurs dans les marchés, c'est la convivialité, c'est l'échange. Et vous avez des files d'attente, ce que vous ne retrouvez pas forcément quand vous allez vous passez d'une boutique à une autre boutique. Les étals, là, ils ont une proximité. Donc il y a en effet une forme de petit rassemblement qui prête donc à une mise en danger, quoi. Mais qui décide ça ? Qui décide ça ? Qui décide que ce marché sera fermé ? Ce sont tous les marchés là de l'Oise. Oui, mais qui a décidé ? C'est vous avec... C'est la cellule de crise hier, en lien avec les élus, bien sûr avec l'ARS. Il y a aussi quand même une forme de transversalité, bien évidemment, dans ce qui est mis en place, avec la rectrice, pour ce qui concerne, bien évidemment, les collèges et les écoles en sens général, toutes les écoles. Et il y a vraiment aussi, avec l'ARS, un vrai travail aussi qui se fait. Je voulais vous montrer aussi ce tweet qui a été publié par le chanteur Matt Pokora, qui s'inquiète, lui, pour la reprise de sa tournée dans les salles de concert la semaine prochaine. Regardez, il écrit « Jamais on a annulé des concerts, des marathons pour la grippe H1N1 ou Ebola et autres. On parle de 73 personnes contaminées sur 66 millions de Français. » Donc depuis, les chiffres ont été réactualisés, on en est à 130. On nous cache quelque chose ou quoi ? On sait qu'il y a une psychose en ce moment qui s'est installée. C'est quand même, Laetitia Krupa, assez irresponsable de publier ce genre de message quand on sait qu'il est suivi par plus de 2 millions de personnes. C'est irresponsable, mais c'est difficilement contournable, en fait. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il faut une communication parfaitement orchestrée, huilée et mise en scène, parce qu'elle est mise en scène, cette communication. Peut-être même parfois un peu caricaturale, mais finalement, c'est toujours ce principe de précaution qui prévaut, c'est-à-dire qu'on préfère en faire un peu trop pour éviter ce type de message qui pourtant, en plus on sait que Matt Pokora a
cette célébrité, cette notoriété, cette surface de notoriété très importante. Et donc, on peut imaginer que cette question, qu'est-ce qu'on nous cache, va être virale auprès de ses fans sur les réseaux sociaux. On connaît aujourd'hui les outils de communication, les nouvelles technologies à notre époque. Donc, on sait tous le mal telle question peut faire. Maintenant, au gouvernement et à tous les élus, à tous les niveaux, encore une fois, d'expliquer, expliquer, rassurer de façon logique et cohérente. Arnaud Benedetti, c'est impossible aujourd'hui que les Français ne s'inquiètent pas quand ils voient ce virus qui continue de se propager sur le territoire français? C'est très compliqué parce que si vous voulez, en fait, la difficulté, c'est que d'abord, il faut faire confiance aux scientifiques et aux médecins. Je crois que c'est la priorité. La difficulté, c'est que vous êtes avec, en fait, une temporalité qui est celle de la connaissance et de la recherche. Donc, forcément, les scientifiques actuellement travaillent quand même pour essayer de caractériser ce virus. Et le temps de la connaissance, le temps de la recherche, c'est toujours un temps incertain. Et le temps médiatique et le temps politique demandent des certitudes, en l'occurrence, pour rassurer l'opinion. Et donc, si vous voulez, c'est ce hiatus entre, finalement, la nécessité qu'il y a de comprendre, finalement, l'évolution de ce virus que les chercheurs essayent de comprendre et manifestement quand même ils relativisent la dangerosité du virus en l'occurrence, et puis les réponses que peuvent attendre les politiques et que peut attendre l'opinion publique. Donc la communication sanitaire, dans ces conditions, elle est difficile et elle est rendue d'autant plus complexe et d'autant plus incertaine qu'en effet, nous sommes aujourd'hui dans un écosystème médiatique qui a radicalement changé depuis une vingtaine d'années, même depuis une dizaine d'années. Le rôle de l'information permanente, le rôle des réseaux sociaux viennent, disons, d'une certaine manière, stresser la communication gouvernementale et la rendre encore plus difficile, en l'occurrence. Donc c'est toute la difficulté à laquelle sont confrontés les pouvoirs publics. Je rajouterai qu'il y a un dernier point, c'est aussi l'Organisation mondiale de la santé. Souvenez-vous, lors de l'épisode de la grippe H1N1, l'Organisation mondiale de la santé avait tout de suite décrété le niveau d'alerte quasiment maximal, ce qui permet quand même aux exécutifs des États de prendre des mesures et des process qui sont en effet parfois plus contraignants. Là, en l'occurrence, on n'y est pas encore. Donc s'il y a débat d'ailleurs demain, peut-être, le débat, il portera justement pour les raisons pour lesquelles finalement l'OMS n'a pas décrété un niveau d'alerte supérieur à celui que l'on a connu notamment lors de l'épisode de la grippe H1N1. On voyait les mesures qui étaient prises au cas par cas. On voit aussi, Pascal Bois, qu'il y a certaines personnes qui essayent de contourner un petit peu ces mesures. Par exemple, faire en sorte qu'il y ait moins de 5000 personnes dans certains rassemblements. Si on en est à 4500, ça passe. Et du coup, il n'y a plus de risque. Ça aussi, ça paraît assez fou. Alors que, voilà, pourquoi décréter 5000 personnes quand il y en a 4500? Le risque, il n'est plus là. Ah, vous avez raison, c'est une vraie question qu'il va falloir se poser à un moment. Dire le contraire, ce serait presque irresponsable. On ne peut pas en effet être dans une jauge de 5000 et se dire oui qu'à 4500, comme vous le dites très justement, tout passerait. Non, je pense qu'il y aura véritablement une question à se poser. Mais comment sont décidées alors ces mesures qui sont prises? Ah là, c'est au niveau véritablement du ministère de la Santé. Et là, c'est pas véritablement de mon ressort. Moi, excusez-moi, c'est vrai que l'épicentre est quand même a été ciblé sur l'Oise depuis aujourd'hui, véritablement. D'ailleurs, je voudrais en profiter. Je ne sais pas si je peux le dire d'ores et déjà, parce qu'il y a eu quand même des choses qui ont encore évolué aujourd'hui, à savoir, par exemple, pour les élèves qui sont, par exemple, de Crépy-en-Valois ou qui sont de Creil, qui sont dans les 9 clusters qui ont été relevés dans l'Oise. Les élèves qui vont, par exemple, sur Senlis ou qui peuvent aller à Cergy-Pontoise ne peuvent pas, sont invités à rester chez eux. On va y revenir dans un... J'ai des choses comme ça qui ont véritablement été décidées aujourd'hui et il va falloir quand même qu'on relaye en effet. Là, il est temps de communiquer, là, parce qu'il est 22h42, donc si c'est pour demain matin... Je vous rassure, il y a déjà des maires qui sont au courant et qui ont fait le nécessaire et la région aussi qui a supprimé les transports de lycées.